allons donc commencer par une présentation avec 3 ressortissants de la Direction générale de l'armement. Alors, et nous sommes en lien avec Erwan, Pierre. Bonjour. Et ouais, c'est déjà bien. Bonjour Erwan, bonjour Pierre. Merci de nous rejoindre. Bonjour, ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Pierre est coupé. Non, c'est bon. Pierre est là, donc vous nous entendez bien? Ouais, moi je t'entends très bien. Super. Moi, c'est bon pour moi aussi. Ok. Eh bien, je vous laisse directement enchaîner sur la présentation du premier challenge qui s'appelle Identifier, et la problématique porte sur les ondes radio. Donc, je vous en prie, je vous laisse la parole, Erwan et Pierre, sur votre challenge. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Erwan Nock de la DGA Maîtrise de l'Information. Donc, je suis avec Pierre Berthet, aussi DGA Maîtrise de l'Information, et puis Tristan Bittard qui n'est pas là, qui nous rejoindra peut-être, qui est Data Scientist. Donc, je vais partager mon écran parce que j'ai préparé quelques slides. J'espère que ça va fonctionner. Hop. Voilà, est-ce que vous les voyez bien? Parce que j'ai plus accès à... C'est bon? Alors, c'est bon. Parfait, super. Est-ce que c'est bon pour les participants? Ça a l'air? Ok. Ça a l'air parfait. C'est tout. Donc, on s'inscrit dans le scénario identifié. Le sujet, c'est intercepter des ondes radio sur les capteurs énergie. Et si on voulait, renommer ce challenge, l'objectif, c'est de hacker le login et le mot de passe à partir de signaux qu'on va capter sur les capteurs énergie d'un bâtiment. Donc, comme j'expliquais, nous, l'équipe, nous appartenons à la DGA Maîtrise d'information. On est situé à Bru, près de Rennes. Donc, Erwan et Pierre, nous sommes dans l'équipe, nous sommes des ingénieurs en cybersécurité, avec une spécificité dans l'analyse et le traitement du signal pour analyser les signaux parasites compromettants. Et puis Tristan, lui, est data scientist et appartient à l'équipe intelligence artificielle. Alors d'abord, je vais vous présenter le scénario, puis ensuite, je vous présenterai les données. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, le scénario, c'est ce qui est présenté à gauche. Donc, très schématiquement, hein, on a un bâtiment, un capteur énergie, enfin, ce que j'appelle un capteur énergie, finalement, c'est l'électricité. Et puis, on va regarder ce que pourrait trouver un hacker en venant se connecter à cela. Alors, nous, en fait, notre équipe s'appelle Tempest, et ce qu'on constate, c'est que sur les lignes d'alimentation, le 220 volts, en fait, finalement, d'un PC du BinArm, eh bien, on s'aperçoit qu'après analyse, que lorsqu'on appuie sur les touches d'un clavier, eh bien, ça génère des parasites. Et ces parasites, ils sont potentiellement interprétables. Pourquoi? Parce que ce sont des ondes radio, et que si on y met le petit boîtier radio, donc c'est le boîtier blanc en bas à droite sur la photo, et si on le connecte à une pince dite de courant, là, eh bien, avec les bons calculs, on s'aperçoit qu'il y a des données qui sont en fonction des appuis-touches du clavier. Donc ça nous intéresse parce qu'on arrive dans le problème de la confidentialité des données. Donc, je vais vous expliquer rapidement le contexte pour voir pourquoi on y arrive, et puis après, j'expliquerai le défi en particulier. Donc, nous, notre équipe, elle travaille dans le domaine des signaux parasites compromettants, et donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes des ingénieurs de cybersécurité. Et en cybersécurité, en fait, il y a 3 grandes choses qu'il faut savoir. C'est qu'on s'intéresse à la disponibilité, à l'intégrité et à la confidentialité des données. C'est-à-dire qu'on doit être sûr que les données sont disponibles, c'est-à-dire que le système doit à tout moment être capable d'accéder à ces données dans un temps défini, bien évidemment. Que ces données sont bien intègres, c'est-à-dire qu'elles sont exactes et consistantes à travers tout leur cycle de vie. Et puis surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les informations, lorsqu'elles sont classifiées ou d'intérêt, en fait, elles sont accessibles qu'aux personnes qui ont le droit d'en connaître, aux personnes autorisées. Et donc, c'est dans cet item-là que l'on se situe et que le challenge va se concentrer. Alors, pourquoi? Parce que finalement, naturellement, quand on veut émettre une communication entre 2 personnes, eh bien, si on sait qu'il y a le canal légitime, ce qu'on appelle ici dans mon slide le legacy channel, on sait que la personne, si en face, elle doit recevoir des données classifiées, si on sait qu'elles sont potentiellement vulnérables parce qu'elles peuvent être interceptées par n'importe qui, eh bien, dans ces cas-là, on va utiliser un mécanisme de chiffrement qui va les protéger. Par contre, si jamais ces données-là viennent se partir sur un canal dit auxiliaire, side channel en anglais, que n'importe qui peut écouter, ce qu'on appelle un attaquant ou ici un eavesdropper, capable de faire des écoutes, eh bien, on doit garantir qu'on n'est pas capable de remonter jusqu'à la donnée classifiée. C'est là tout le
l'objectif de notre job, c'est-à-dire qui est de garantir qu'il n'existe aucun canal auxiliaire sur lequel un attaquant pourrait venir récupérer des données dites sensibles. Alors pourquoi ça existe aujourd'hui? Tout simplement parce que, pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui? Parce que finalement, si on schématise cela comme ça, entre le PC1 et le PC2 qui serait l'attaquant, eh bien, il y a tout un paquet de canaux auxiliaires, en plus du canal légitime, qui existent. On a celui des rayonnements, donc ça c'est assez connu, on retrouve ça aussi beaucoup dans les forums de hackers. Aujourd'hui, on sait qu'on arrive à récupérer par rayonnement, par les parasites compromettants, eh bien, soit la vidéo, soit l'audio d'un PC. Ça peut être par conduction, ça peut être par illumination. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que les ondes radio, de par leur structure, elles s'exfiltrent très facilement, et notamment par les circuits de servitude qui sont notamment l'énergie, et donc les capteurs sur l'énergie. Donc c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Maintenant, si on revient sur nos observations et puis le sujet du défi, eh bien en fait, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on tape, alors pourquoi pas, c'est le postulat, lorsqu'on tape des choses sur un clavier, eh bien par rayonnement électrique, ils peuvent venir se coupler sur le métal de la prise d'alimentation ou du câble d'alimentation, et après se retrouver finalement accessible par tout le monde sur le 220 volts. Alors pas en termes de consommation, mais tout simplement en ondes électromagnétiques, ondes radio. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a bien des parasites. Donc là, ce sont des études ici. On a fait des mesures sur des PC, donc en se mettant à la limite de périmètre accessible par n'importe qui. Et on voit ces raies bleues là, qui sont des parasites qui, vu de l'extérieur, paraissent sans information compromettante. Cependant, ça c'est tout ce qu'a fait Pierre, par exemple. On s'aperçoit que à l'intérieur de tous ces pics, quand on zoome, eh bien, on voit un train de 17 pics qui sont redondants. Or, lorsqu'on appuie sur une touche, eh bien, on voit que ces pics, ils ont tendance à bouger, à prendre une forme différente. Et tout le but du challenge, ça va être de dire, est-ce qu'on du machine learning, parce qu'on sait qu'en traitement du signal, on n'arrive pas nécessairement à trouver la fonction qui fait générer ces pics. Eh bien, la question, c'est est-ce que par des méthodes d'apprentissage, par exemple, est-ce qu'on peut retrouver est-ce qu'on peut remonter à la touche appuyée en observant ces pics, ces parasites, qui seraient accessibles à n'importe quel hacker disposant d'un capteur sur l'énergie, par exemple, d'un bâtiment, d'une infrastructure. Donc voilà le challenge. Maintenant, si on veut se focaliser sur le challenge, eh bien, en fait, on a déjà fait une partie du travail, c'est-à-dire qu'on est allé récupérer ces parasites. Et puis, on en a extrait ces 17 pics de tension qui apparaissent à peu près tous les 30 millisecondes. Donc, pour aider et pour générer un corpus de données pour le challenge, ce que Pierre a fait, c'est récupérer, il a tapé sur toutes les touches du clavier. Donc, on a 41 touches possibles qui ont été données. Globalement, l'alphabet, donc le AZERTY, etc., le pavé numérique et quelques touches spéciales. Donc ça, c'est les données qui vont nous permettre de faire l'apprentissage. On a également fait un apprentissage, une prise de mesure lorsque les personnes n'appuient sur rien. Et on a fait un enregistrement qui est le défi en lui-même, qui va correspondre au contrôle alt-sup, on va dire, ou au logging du PC. Puis après, naturellement, après ce déverrouillage de la session Windows, eh bien, on va taper le login et le mot de passe. Et le but du défi, c'est de récupérer cela. Donc, ce qu'on demande aux équipes, c'est de récupérer le maximum d'informations qui est visible dans toutes ces traces et tous ces fichiers qu'on vous a dans le fichier qu'on vous a fourni. Donc, ça peut être par exemple le nombre de caractères qui ont été pressés, les touches probablement qui ont été pressées, voir le mot, voir carrément si on est capable de retrouver par brute force, pourquoi pas, si on pourrait trouver un scénario qui permettrait de retrouver le mot de passe, ou carrément le mot de passe, ça correspond bien à des touches qui ont été pressées. Donc on verra après, c'est ce que on vous donnera sur Agorize, là, les données. Donc, vous verrez dans le fichier .zip, finalement, il y a ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a finalement 3 types de fichiers. Il y a le PIC Noki qui correspond aux données pré-traitées sans aucune touche pressée.
Ensuite, on a peak underscore A, B, C, etc., qui correspondent à l'apprentissage pour une touche pressée. Hein. Donc, on continue, donc il n'y a pas de piège, hein, bien évidemment. Donc, ce qui permettra de faire un apprentissage supervisé. Et ensuite, on a un petit script Python qui permet de visualiser. C'est-à-dire que vous allez voir, vous pouvez le jouer. Et en fait, globalement, la fonction clé, c'est le read double table hein, qui permet d'aller chercher ce qui est contenu dans le pix.bin et récupérer les données. Enfin, le défi, c'est le fichier qui va s'appeler pic loginmdp.bin. C'est une trace qui contient le contrôle ALSUPR au même moment, puis le login, puis le mot de passe qui a été capturé. Et le but, c'est de récupérer le maximum d'infos et le login et le mot de passe qui sont contenus dedans. Voilà. Donc, c'est la présentation. Voilà, j'essaie de vous donner à peu près tout le scope du projet. Donc, si vous avez des questions en live, n'hésitez pas. Et donc, la prochaine étape, hein, ça sera de vous donner si ce challenge vous intéresse, de vous donner les données. Et notre face. Alors, Pierre, moi et Tristan, on viendra tous les jours lire sur le mur de Agorize pour faire du support auprès des équipes qui auront sélectionné ce challenge. Super. Merci Erwan. Et donc effectivement, pour information, les données, comme on l'a répété, seront disponibles juste après la présentation des challenges. Erwan, également, cette présentation sera intégrée sur la plateforme pour qu'on ait toutes les informations, plus les données. Comme on vous l'a indiqué, donc Erwan, Tristan et Pierre seront mentors et pourront discuter avec vous sur le mur de discussion. Donc, on vous présentera tous ces détails-là tout à l'heure. Et si vous souhaitez participer précisément à ce challenge, faites-le savoir à Alfred pour vous mettre précisément en relation avec eux. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai un commentaire. On ne s'attend pas forcément à avoir un keylogger sous cette forme. Effectivement, ouais. Ça fait partie des vulnérabilités. Nous, aujourd'hui, ça fait partie. Alors, il y a eu une publication qui date, qui a été publiée à Usenix, pour ceux qui connaissent, une grosse conférence de cybersécurité. Donc là, aujourd'hui, comment dire, le machine learning et l'IA permettraient peut-être d'aller un peu plus loin de ce qui a été fait à l'époque là-dessus. Donc, c'est tout l'objectif de ce challenge. Mais effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas attendu. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'Erwan, impatient de commencer? Oui, il y a beaucoup d'attentes. Est-ce que Erwan ou Pierre, vous serez disponibles à midi si jamais d'autres questions se présentent? Ou sinon à distance par message? Moi, midi, c'est jouable. Hein, ouais, ce sera bon pour moi aussi. Ok, super. Merci beaucoup. On va passer J'ai un message de Tristan, pardon. Donc, on a aussi un stage sur ce sujet-là. Donc, c'est pour tous les étudiants qui seront intéressés. C'est bon à savoir. Très bien. Donc, à la clé, précisément, il y a un sujet sur un stage. Ok. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, c'est les participations bonus, c'est les prix bonus. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci Erwan. Merci. Donc, on poursuit la présentation des challenges. Donc, avec les Guillaume Vimont du Labo BI et Aude Delru, donc chargé de la mission stratégie achat, énergie. Je vais vous laisser présenter donc les 4 autres challenges, donc identifier, anticiper et prédire. Merci Karine. Aude Delru, je suis en charge de la stratégie d'achat d'énergie au sein de la mission achat de la direction des affaires financières. Et je suis accompagnée de Guillaume. Et Guillaume Vimont, donc je travaille au Labo BI et Big Data et je suis en charge donc de toute la partie data science. Et nous allons vous présenter les défis et les challenges au cours de ce hackathon. Alors nous avions quelques petites slides à vous présenter, donc c'est en train de charger normalement. Ça va pas tarder à arriver. Un peu de suspense. Parfait. Merci. Alors, on m'a transmis une petite zapette.
Donc, tout d'abord, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a donc plusieurs catégories de challenge. Donc, nous allons commencer par le premier challenge, qui est celui que l'on a appelé donc identifier, à savoir que la présentation de tout à l'heure avec la déjà émis rentre en fait dans cette catégorie-là de challenge. Nous avions également une autre énigme qui est la suivante: localiser des compteurs sur le réseau électrique français à partir de sa consommation annuelle et des données disponibles en open data. Je ne sais pas si Aude, tu peux nous en parler un tout petit peu plus? Aujourd'hui, en France, sur le réseau électrique, la consommation doit être égale à la production. Donc, on est sur des systèmes complètement interconnectés au pas de 10 minutes. Par exemple, on a Enedis et RTE ont déployé dans l'Île-de-France toute une interconnexion avec des transformateurs connectés en temps réel. Aujourd'hui, il y a des véritables enjeux sur la sécurité et sur la localisation de ces compteurs, points de livraison et transformateurs. Donc, tout l'ensemble de la filière comprise. Donc, Enedis travaille fortement sur ces sujets-là, ainsi que donc Enedis qui est gestionnaire de réseau basse tension et RTE pour la haute tension. Au sein du ministère des Armées, on a un véritable sujet sur la localisation des compteurs, à savoir qu'une personne malveillante, en fait, mal intentionnée, pourrait arriver à localiser un de ces compteurs et récupérer des informations, engendrer des coupures. Et en résonance aussi avec la boucle RTE Enedis, avec les données open data, pourquoi pas, on pourrait très bien imaginer qu'une de ces personnes mal intentionnées puisse arriver à casser quelque part cette boucle-là et à engendrer par effet de cascade des coupures de réseau. Au sein du ministère des Armées, on a des structures assez particulières, donc avec des data centers, des infrastructures critiques. Donc la localisation, c'est pour nous un enjeu vraiment effectif. Donc le premier challenge, voilà, ce sera sur l'identification et la localisation de ces compteurs-là, autant en point de livraison, c'est-à-dire que en termes de délivrance d'électricité à l'entrée d'une emprise, mais aussi grâce aux données open data, plus largement sur la partie haute tension. Aujourd'hui, il y a Open Data Réseau Énergie qui fournit des données de localisation sur les lignes haute tension, probablement aussi sur les transformateurs. Et donc, en fait, on rentre actuellement dans une injonction qui est un peu paradoxale aussi, c'est-à-dire que on pousse beaucoup de données sur le réseau, Enedis, RTE et nous aussi, ministère des Armées. En fait, on souhaite partager nos données, mais voilà, tout en bénéficiant de de la sécurité en fait de ces données-là. Donc voilà un peu pour éclaircir le premier challenge sur l'identification. Merci. Donc nous allons revenir tout à l'heure sur ce challenge, car à la fin de cette présentation, nous allons vous présenter également différents jeux de données, et à chaque fois nous soulignerons quels seront les jeux de données utiles pour résoudre les différents défis qui vous seront proposés aujourd'hui. Ce challenge est très très intéressant pour ceux qui aiment faire de la fusion de données, pour ceux qui aiment travailler sur des notions de corrélation entre des jeux de données hétérogènes, et bien évidemment pour ceux qui adorent, on va dire, extraire de l'information à partir d'une multitude de sources. Nous allons passer maintenant au challenge numéro 2. Ça charge? Alors, attendez. Parfait. Donc, le challenge numéro 2 a été intitulé donc analyser et comprendre. Alors, nous avons identifié un certain nombre de défis. Alors, je vais commencer par le premier. Alors, vous l'aurez deviné, on est sur une notion de clustering. Donc, regrouper par profil de consommation d'électricité les différents points de livraison disponibles et, par analyse, identifier les activités exercées dans chacun de ces lieux. Alors, regrouper par profil de consommation d'électricité les différents points de livraison. Donc, il faut voir dans les différents jeux de données que l'on va vous transmettre,
vous allez avoir énormément de séries temporelles qui sont liées en fait à la consommation d'un point de livraison, comme le disait Aude tout à l'heure, sur une année donnée. Et l'objectif, c'est déjà dans un premier temps de pouvoir regrouper par méthode de clustering ces différentes séries temporelles pour arriver à les regrouper par similarité, d'une part, et d'autre part, ça va être de pouvoir extraire de la connaissance pour essayer de savoir quel est finalement l'usage ou finalement dans quelle thématique ce capteur pourrait être mis. Est-ce que c'est un data center? Est-ce que c'est un lieu administratif? Un lieu lié à la restauration, le logement? Et tous ces attributs finalement que l'on va pouvoir mettre sur nos clusters vont pouvoir être déduits à travers des profils types. Par exemple, un data center, pour ceux qui ont déjà travaillé sur ce type de série-là, on est souvent sur un profil que l'on appelle un peu flat, parce que vous n'aurez pas à avoir des pics ou des baisses très très importantes. Souvent, on est sur des profils assez plats, alors que des lieux administratifs vont par exemple avoir des activités plus importantes dans la journée que le soir. Alors qu'un lieu opérationnel, sans doute, l'activité sera aussi importante que dans la journée que le soir, avec bien évidemment des rythmes que l'on va pouvoir retrouver. Et si on prend l'exemple de la restauration, la restauration, comme vous pouvez le savoir, c'est plutôt vers 11h que les cuisines commencent à s'allumer. Derrière, ça génère de la consommation et ça permettra de pouvoir le déduire. Et puis pour le logement, idem. Souvent, les gens, c'est plutôt la nuit qu'ils dorment, donc vous pourrez également, par déduction, déduire un certain nombre de choses. Le deuxième défi, c'est comprendre les usages à partir des données 1 minute, 10 minutes de consommation d'électricité et explorer le gain d'informations potentiel. Alors, pourquoi on parle de 1 minute et de 10 minutes? Ce qu'il faut voir, c'est que toutes les données de consommation que vous allez analyser sont essentiellement des données où le pas de temps est 10 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les 10 minutes, vous allez avoir une télé-relève qui va vous donner une mesure. 10 minutes, pourquoi? Parce que la plupart en fait des fournisseurs, lorsqu'ils établissent en fait la facturation, ils se basent en fait sur ce pas-là pour réaliser certains calculs, dont le TURP, et nous pourrons revenir un peu là-dessus plus tard. Ça, c'est le actuel. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des jeux de données de recherche à la maille 1 minute. Et nous, l'objectif, c'est de voir quel est le gain d'information supplémentaire nous obtenons lorsqu'on descend à une maille plus fine en termes de données. Parce que on n'est pas à l'abri, en fait, un jour, de descendre à cette maille-là. Et c'est tout à fait envisageable. Et on aimerait savoir si ça nous expose plus ou moins à de nouvelles menaces liées à des informations supplémentaires qui peuvent être extraites. Je te donne la main sur les autres défis. Oui. Juste pour compléter ce qu'a dit Guillaume Vimont, ces 2 défis en fait rentrent dans 3 grands thèmes, à savoir les achats d'énergie aussi, le management de l'énergie et bien sûr le cyber, la malveillance. Le fait de regrouper par exemple par profil de consommation sur le management de l'énergie, ça pourra nous permettre d'identifier d'autres actions à mettre en œuvre et leviers afin d'optimiser le plus possible notre consommation. Aujourd'hui, l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. On est sur des dépenses de l'ordre de plus de 200 millions au ministère des Armées qui représentent un véritable enjeu financier, mais aussi en termes stratégiques. Aussi, sur l'achat d'énergie, qu'on avait débuté des travaux sur du clustering de courbe de charge. Aujourd'hui, on souhaiterait aller plus loin, à savoir qu'on a des millions de données au ministère des Armées. Le maître mot sur l'énergie, c'est la donnée et sa compréhension. Aujourd'hui, on travaille avec les fournisseurs pour savoir comment justement on peut être gagnant-gagnant sur, d'une part, mieux prévoir nos consommations, mais aussi permettre de réduire la facture. Donc, le fait de regrouper par profil de consommation, ça pourrait nous aider à mieux... Aujourd'hui, on a l'outil par exemple par puissance souscrite. Est-ce que par profil, il n'y a pas des idées à aller chercher sur le fait d'allotir
en fonction de profils administratifs ou d'un profil tertiaire qui permettrait d'appliquer d'autres prix, type des prix euros tarifaires, afin de réduire la facture globale. Aujourd'hui, on a cette flexibilité-là au sein du ministère des Armées de pouvoir ajuster la forme du prix. C'est compris dans nos procédures. On achète aujourd'hui par mandat, pas directement sur les marchés boursiers, mais on reste décisionnaire du prix qu'on applique et du volume qu'on vient sourcer sur le marché. Donc on peut, par la compréhension des usages, par la compréhension de la donnée, par vos profils aussi bien spécifiques de hacker, de data engineer, de data analyst, là on peut aller beaucoup plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui. Et donc les deux derniers défis. Donc c'est plutôt cette fois-ci sur la cyber et la sécurité. C'est d'une part comment extraire de la connaissance des données open data à des fins de malveillance. Donc toujours sur le sujet de l'énergie, mais cette fois-ci plus large. En fait, on vous laisse le champ des opportunités pour vous mettre dans la peau aussi d'une alors ça peut être d'un acheteur, d'un manager d'énergie, mais aussi d'une personne malveillante. Comment on extrait de la connaissance et qu'est-ce qu'on pourrait en faire à des fins mal intentionnées. Et enfin, le dernier défi, c'est comment favoriser l'accès à la donnée tout en maintenant un niveau de sécurité essentiel. Aujourd'hui, en France, tant dans l'Union européenne, on est sur une injonction paradoxale, c'est-à-dire que l'on souhaite partager nos données, on souhaite communiquer sur les données le plus possible parce qu'elles sont vectrices d'informations. On peut en tirer beaucoup de leçons et d'enrichissement, mais ces données-là, comme Noémie Rébière l'a rappelé tout à l'heure, elles peuvent être vectrices aussi de compréhension des usages fins, d'anticipation des activités. Donc, comment on peut partager ces données-là, tout par exemple en maintenant le niveau de sécurité essentiel. Donc, ça peut être par de l'anonymisation, par mise en place de structures différentes. Je ne suis pas data scientist, mais ça peut être sur de la remodélisation de données. Voilà. Comment on arrive à contenir, à partager tout en contenant en fait l'information essentielle, mais en gardant le niveau de sécurité. Merci. Alors, nous allons passer au challenge 3, donc, que l'on a appelé Anticiper. Donc, dans le challenge 3, vous avez 3 défis. Le premier est le suivant. Interconnecter les données énergie en vue d'améliorer le management de l'énergie. Aude, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? Oui, alors je pense que c'est en résonance avec ce que j'ai dit dans le challenge 2. Au sein du ministère des Armées, le management de l'énergie il est très structuré et organisé. Donc, il y a beaucoup de méthodes et de moyens qui sont mis en place. Et donc, sur les données, on pense qu'on peut, en plus de cette organisation qui est mise en place, on pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, d'analyser les données de façon beaucoup plus fine et d'en déduire des actions et des leviers à mettre en place le plus rapidement possible, avec, si possible, un temps de retour sur investissement le plus court. Au ministère des Armées, on travaille beaucoup sur nos données en interne, mais on n'a pas encore directement de lien avec les données open data. Alors, pourquoi ? Parce que d'une part, on est en train de se doter d'outils, nous, sur le big data et sur l'intelligence artificielle en interne, mais sur notre périmètre. Et on n'a pas encore directement intégré toutes les données open data qui pourraient venir en complément et nous aider à réfléchir sur le sujet. Alors, le second défi porte sur l'anticipation des événements à partir de l'étude de la consommation d'énergie. Donc là, bien évidemment, on est sur un sujet de prévision, de forecasting, et l'enjeu va être en fait de pouvoir prédire des événements qui vont arriver dans le temps à travers l'étude d'une consommation. Donc, si je devais faire un parallèle avec
des capteurs que l'on a chez nous, je fais référence par exemple à notre compteur d'électricité, on pourrait très bien en fait, identifier à quel moment vous allez rentrer du travail, à quel moment vous allez partir de chez vous, à quel moment vous allez, je sais pas, allumer votre machine à laver. Et l'objectif, ça va être de faire la même chose, mais bien évidemment sur les données des différents ministères dont on vous mettra à disposition tout à l'heure, pour essayer de voir si, par exemple, on est capable d'anticiper des événements dans un commissariat de police ou dans un ministère, en fonction voilà, de l'ensemble des points de livraison disponibles. Et ça va avoir pour nous 2 enjeux clés. Le premier, c'est bien évidemment d'anticiper certains comportements en fait que les gens pourront déduire à travers notre activité générale, d'une part, et d'autre part, ça va nous permettre aussi de mieux acheter. Et c'est pour ça que le troisième défi est là, car en anticipant finalement l'avenir de notre consommation, on va pouvoir en fait mieux négocier, mieux évaluer quelle sera et comment sera notre dépense. Et ça, Aude, est-ce que tu peux un peu nous préciser cela? C'est en écho aussi, oui, à ce que je disais tout à l'heure dans le challenge 2, dans le sens où sur les marchés boursiers, un fournisseur, quand il achète, il prend risque volume. Donc, il va couvrir en fait sur des besoins prévisionnels de son client, et il va prendre on va dire, il va prendre un markup sur ce risque-là. Aujourd'hui, si le ministère des Armées est capable de prédire sa consommation au plus juste, lui, ça lui permettra, enfin au fournisseur, ça lui permettra de diminuer en fait son risque en allant acheter sur les marchés boursiers. Et au final, pourquoi pas engendrer une réduction des coûts sur la facture au final sur le client, le ministère des Armées. Et le dernier challenge, surprenez-nous. Donc, si vous avez d'autres idées innovantes ou en lien avec le sujet, on est tout à fait preneur. Et justement, c'est le moment d'être innovant, créatif. Là, vous allez avoir de beaux datasets. Vous allez pouvoir faire de super productions. Donc n'hésitez pas à exprimer tout votre talent. C'est le moment en fait d'être créatif et d'être innovant. Voilà. Là, on vous laisse le champ libre sur celui-ci. Autant les précédents sont un peu plus cadrés. Celui-ci, Ouais. vraiment, vous avez un jeu de données. Allez-y, faites-vous plaisir. On attend aussi à être surpris. C'est ça. Alors, on va vous parler un peu des datasets. Alors, dans les slides...